Manu, aujourd'hui, c'était un épisode fantastique. Vraiment, je pense que moi et Jennifer, on est sur un nuage parce qu'on a rencontré une légende. On a rencontré quelqu'un qui a impacté tellement de vies, mais qui est tellement modeste. L'épisode d'aujourd'hui, c'est avec M. Gérard Jeune. Si vous le connaissez, parce que vous avez été dans une école secondaire où est-ce qu'il a déjà été, ou primaire, vous êtes très chanceux. Si vous le connaissez de réputation, bien vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de cet homme-là. Il a été très généreux aujourd'hui. Il a été généreux de son temps, il a été généreux de son histoire aussi. Je pense qu'il a dit des choses que, en tout cas, tu sais, quand on le voit comme directeur d'école, on ne voit pas nécessairement d'où il vient, on n'a pas nécessairement toutes ses pensées. Fait que d'aller dans cette profondeur-là avec lui, pour moi, c'est juste tout simplement wow. Vraiment. Alors, on vous souhaite une bonne écoute pour le temps de l'épisode. On vous invite à aller écouter le Patreon, qui est encore plus profond aussi après l'épisode. Mais on vous dit... Pendant le Patreon, il a même drop des noms. Parce qu'il ne savait pas qu'il était enregistré au début. Puis après, il a dit qu'on pouvait les garder. Fait que je dis ça, je dis rien. On dit rien. Alors, bonne écoute tout le monde. On parle de charge mentale. En fait, il faut être organisé. les malades, c'est une ton foyer, ta famille, bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Aux enfants, pour que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Tout ça pour gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Bonjour, Monsieur Jeune. Bienvenue à l'épisode. Bonjour. On est très contente de vous recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, M. Jeune a été un directeur d'école, un enseignant avant d'être directeur, je présume. Donc, un enseignant dans les écoles de Montréal et ensuite un directeur très connu et très aimé aussi par la majorité des étudiants qui l'ont croisé. Et aujourd'hui, on s'entretient avec lui pour discuter un peu de sa carrière et du fait de travailler avec les jeunes et l'influence qu'on peut avoir auprès d'eux et un peu aussi peut-être avoir sa vision du monde maintenant qu'il est sorti du système de l'éducation et qu'il en entend parler par ricochet. Alors, M. Jeune, avant de commencer l'épisode, on a 2 questions qu'on pose à tous nos invités. La première question est... Je te laisse la poser. Oui, en fait, on voulait savoir, en grandissant, est-ce qu'il y a des sujets tabous qu'on n'a pas abordés avec vous que vous auriez jugé pertinent qu'on aborde? En grandissant, disons, donc en Haïti, on n'a abordé aucun sujet avec moi. Tout était tabou? J'étais un enfant haïtien, alors tout était tabou. Les parents n'ont abordé aucun sujet avec moi. Et s'il y en avait un que vous auriez aimé qu'il soit abordé, ça aurait été lequel? Voilà. La vie. La vie? Parler de la vie, vraiment, de la vraie vie, de ce que c'est. Donc, j'ai dû apprendre tout seul. C'est vrai que c'est une réalité qui est complètement différente d'avoir justement grandi ailleurs, dans un milieu qui est plus fermé, que les gens qui sont ici puis qui nous répondent d'emblée tel sujet, tel sujet, tel sujet. Oui, une réalité très canadienne. Parler de comment ça fonctionne la vie, ça reste un tabou dans beaucoup de familles présentement. Ou est-ce que tu vas trouver, tu vas apprendre, tu vas dégager ou? Oui, mais j'aurais voulu qu'on parle aussi qu'on valorise la communication entre parents et enfants. Mais il n'y a pas de communication. Tu recevais des ordres, point final. Donc, c'était comme ça. C'était comme ça. Dommage. C'est tellement important, la relation parent-enfant. Ça nous rapproche. Quand tu étais parent, tu avais toujours peur du père. Alors que c'est mon père, j'aurais dû pouvoir le considérer comme un ami. Mon père aussi, je l'aurais respecté, mais dans certains cas, quelques-uns ont réussi, mais moi non.
C'était petit monde, non, c'est grand monde. Bref. Je suis débrouillé tout seul. Vous avez quand même bien réussi. Oui. Il semble que oui. Et la deuxième question qu'on pose à tout le monde, c'est à quel moment avez-vous réalisé que vous aviez une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? À quel moment est-ce que j'ai réalisé? Que vous aviez une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin. À quel moment? Ça s'est passé ici, pas en Haïti, non? Ben, quand j'ai commencé à courir après les élèves, quand j'ai commencé à travailler des journées folles, quand j'ai réalisé que je n'étais pas souvent à la maison, parce que ma vie, c'était surtout le travail, parfois le samedi, le dimanche aussi à l'école. Alors, j'ai compris qu'il fallait finalement que je prenne soin de moi. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Encore aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui me disent « Mais monsieur jeune, vous êtes encore en forme, vous auriez pu continuer. C'est dommage, mes enfants seraient avec vous. J'aurais aimé, mais j'ai compris qu'il fallait que finalement, je prenne soin de moi aussi. » Il y avait le travail. À la maison, ben, je n'étais pas toujours à la maison. C'est ça qu'un de mes fils m'a dit une fois, papi, je te vois aller, et puis s'il y a quelque chose que je ne veux pas faire de ma vie, c'est ça. Parce que j'étais toujours parti, toujours à l'école. Ouais. Voilà. Merci. Donc, c'est quand même, ce que vous nous avez dit, c'est que vous avez arrêté de travailler. Donc, au moment de votre retraite, c'est là où vous avez pris le temps davantage de prendre soin de vous. C'est quand même... ça veut dire que vous avez pris toute une vie vraiment à vous dédier à une cause qui vous tenait à cœur, qui était les enfants, les élèves de Montréal. Ben, ça n'a pas toujours été le cas. Non, moi, je le dis souvent à ceux qui veulent l'entendre que je suis quelqu'un qui n'a pas réalisé son rêve d'enfance. Je n'ai pas toujours rêvé travailler avec les jeunes. On dit que je le fais très bien. Bon, merci. Mais ce n'était pas du tout mon rêve. C'était quoi votre rêve? Je voulais être traducteur à l'ONU. Ah Oui, tout petit, c'était mon rêve. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un frère qui était traducteur. Je me disais, c'est intéressant, mais je voulais être traducteur à l'ONU. Et comment vous avez fait pour passer de votre rêve de traducteur à l'ONU à devenir enseignant et arriver dans les écoles de Montréal? Ben, j'ai fait toutes mes études en traduction. Je voulais travailler en traducteur, comme traducteur. Après la maîtrise, j'ai cherché du travail en traduction. Je n'en ai pas trouvé. Parce qu'à l'époque, le fédéral avait décidé de ne plus engager de traducteurs, mais de donner les traductions à des pigistes. Donc, j'étais pris. Et finalement, j'ai rencontré un orientateur à l'Université de Montréal où j'étais étudiant. Et puis, il m'a dit, mais avec tout ce que vous avez comme crédit, surtout en français, vous pourriez enseigner le français. Il vous manque seulement un certificat en enseignement que vous pourrez aller faire à Vincent d'Indy pour 1 an. Et puis après 1 an, vous allez avoir un permis d'enseigner qui, après probation, pourrait être transformé en brevet d'enseignement. Donc, voilà. Et puis moi, à l'époque, mon fils fréquentait l'école Aonsik au coin de Saint-Laurent et Henri Bourassa. Et puis, j'étais déjà membre du comité de parents. Le directeur m'appréciait beaucoup. Comme j'étais à l'université, il m'engageait comme remplaçant. J'ai commencé à trouver ça intéressant. Et c'est comme ça que j'ai fait mon certificat et puis tout de suite, j'ai eu un poste. En fait, je voulais aller travailler au secondaire. J'avais un permis pour enseigner le français au secondaire. Mais il voulait tellement me garder qu'il m'a raconté une histoire qui n'était pas tout à fait vraie. Comme je ne connaissais pas le système, pour me garder, il m'a dit, vous savez, monsieur Jeune, il y avait un peu de vérité là-dedans, que vous soyez au secondaire ou au primaire, c'est le même salaire. C'est vrai. Alors, ça va être difficile de trouver un poste au secondaire maintenant. Vous avez tout, la carrière, tout ça, la formation. Mais le primaire aussi, c'est intéressant parce que, et c'est vrai, les bons élèves qui arrivent au primaire sont préparés au secondaire, sont préparés au primaire. Alors, pourquoi pas vous, je vous verrais bien au primaire, 2e cycle. Alors moi, comme j'avais confiance en lui, je n'ai pas continué à chercher mon poste au secondaire.
J'ai accepté le poste, même salaire. J'avais une famille, des enfants, ben voilà. J'étais étudiant, ça ne payait pas beaucoup, alors j'avais un contrat. Alors. Tout de suite, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner, parce que je n'avais pas trouvé de travail en traduction. Aussi, j'ai trouvé un contrat, je suis allé travailler à Burlington, en Ontario. Oh non, c'était 12 ou 14 000 $ qui m'a payé mon frais. J'ai accepté. Mais quand je suis arrivé là, quelqu'un m'a dit, mais non, on ne vit pas ici avec ce salaire-là. Non, oublie ça. Donc, je suis rentré à Montréal et finalement, bon, pour faire une histoire courte, je suis rentré en enseignement à l'école à Antique. C'est là que tout a commencé. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis passé de Antique à l'école de la fraternité. En tout cas, il y avait aussi une bataille pour avoir la fraternité dans Montréal-Nord parce que j'étais le président du comité de parents pendant que j'enseignais. On a fini par avoir l'école c'était à l'école Maple Hill à l'époque. On a transformé l'école de la fraternité. Mais ça a été une bataille. J'étais au centre, j'étais président du comité de parents. Bref, j'étais de tous les combats. Et finalement, de là, on m'a tout de suite, une année, j'ai commencé, puis en novembre, décembre, le grand patron est venu me dire, écoutez, non, le directeur de l'école partait, l'adjointe a été promue directrice, et moi, qui étais dans ma classe avec mes élèves, on m'a dit, mais Gérard, tu verrais bien à la direction. Il y a un poste, OK, ben, j'ai appliqué, je l'ai eu. Et en décembre, en plein milieu d'année, j'ai laissé les élèves pour aller à la direction. Mais 6 mois après, il y avait une urgence ailleurs, on me voyait encore ailleurs. C'était à l'école Downton. Tout de suite, on me voyait à Downton parce que, on voyait quelqu'un comme moi. Et enfin, pour moi, j'ai le secondaire. Donc, j'ai accepté. Je suis allé à Downton, où j'ai passé 3 ans. Et après 3 ans, il y avait un poste à l'Académie de Roberval parce que le directeur de l'école s'en allait, prenait sa retraite. Il faut dire aussi qu'il y avait un incident, il y avait des coups de machette au métro Fabre. On est venu me parler de ça, est-ce que ça m'intéresserait? Oui. Bon, finalement, je suis allé à de Roberval, où j'ai passé 14 ans et demi. Et c'est là où vous avez été le plus longtemps? Le plus longtemps. Et après de Roberval, à un moment donné, comme je voyais poindre à l'horizon la retraite, je voyais que j'allais partir. Je dis non, c'est pas vrai. Il faut absolument que je règle un problème. Je dis, Joseph Papineau, on m'a tellement parlé de cette école-là en mal, on a tellement critiqué ces élèves. Il n'y a que des bandits dans cette école, personne ne peut la diriger, ça n'a aucun sens. Les élèves sont ci, sont ça. Et puis moi, ça m'a touché personnellement parce que moi aussi, je ne suis pas de la bourgeoisie haïtienne. Je viens de milieu défavorisé. Alors, j'ai connu la faim, j'ai connu les privations, tout ça. Je sais, comme mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école privée en Haïti, ce que les parents qui ont l'argent font, j'ai été à l'école publique. Les lycées. Lycée Alexandre Pétion, lycée Toussaint Louverture. Je suis un pur produit des écoles publiques haïtiennes. Et me voilà, comme beaucoup d'autres, comme moi qui étaient au lycée aussi, qui ont réussi leur vie. Bref, mais comme on était enfants pauvres, si vous voulez, on n'avait aucun avenir. Ils avaient décidé que nous, on n'avait aucun avenir. Mais moi, je disais, bon, c'est ce que vous pensez, vous allez voir. Et beaucoup d'autres, on a réussi à faire notre vie. Donc, c'est pour dire que ce qu'on disait de nous, c'était, ces gens-là, ils n'ont aucun avenir. Non, c'est pas vrai. Alors, ce qu'on disait de moi en Haïti qui me faisait mal, on disait la même chose de ces jeunes à Montréal, parce qu'ils sont dans un quartier défavorisé, le quartier Saint-Michel. Et ça m'a touché. C'est personnel. J'ai dit non. Avant de prendre ma retraite, il faut que j'aille à l'UDIO, parce que cette école-là, je ne crois pas qu'il y ait autant de bandits là-dedans. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on dit d'eux parce qu'ils sont défavorisés. Comme on dit en créole, c'est sous dos chien maigre, yo et puce. Alors, j'ai dit non. Je me sentais une affinité avec eux. Ça m'a vraiment insulté. J'ai parlé à mon patron, il dit, écoutez-moi, je vais à la l'UDIO. Oh, qu'est-ce qui se passe, Gérard? Tu parles de l'Académie de Roberval pour aller à l'UDIO? Oui. Finalement, je suis allé. Passé 4 ans et demi. Merveilleux. Il y avait 2-3 petits élèves qui causaient des problèmes. Mais non, c'est pas vrai ce qu'on disait. J'ai eu plus de problèmes avec certains, je précise, certains enseignants à l'UDIO qu'avec les élèves.
Parce qu'il y avait des enseignants, un petit groupe qui pensaient qu'ils étaient là pour diriger. Alors moi, je leur fais comprendre que vous êtes payé pour enseigner, pas diriger. Moi, je suis payé pour diriger. C'est moi diriger, on va le faire ensemble, mais ce n'est pas vous à diriger. Mais ils ont fait la pluie et le beau temps avant moi, pensaient continuer avec moi, mais ça n'a pas marché. Donc, c'était une petite guerre entre eux et moi. Mais je précise encore, c'était un groupe. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais ils avaient réussi à mettre, comme je dis, à intimider les autres. Un petit peu comme ce qui se passe dans l'école Bedford dont on entend parler. Il n'y avait pas de volet religion, mais dans les écoles, il y a parfois des gens, un petit groupe qui dit, nous, on va diriger. Puis les autres, vous nous suivez, bien vous vous taisez. Bon, bref, c'est ça. Alors, quand je suis parti de l'UJO, je l'avoue, je suis parti les larmes aux yeux. J'étais démoli parce que ils m'ont fait une haie d'honneur qui a mené jusqu'à la cour de l'école. Et quand j'étais rendu là, tout le monde chantait « Adieu, monsieur le directeur, on ne vous oubliera jamais. » Ah, je pleurais comme un enfant. Me voir dans la cour de Luigio, dont on dit tant de mal, entouré de jeunes de Luigio qui sont en train de faire ça. Alors là, c'était merveilleux. Ces gens-là, ils savent apprécier. Vous savez, c'est pas compliqué, les jeunes. C'est fragile. Si tu traites un jeune comme un animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mordre. Tu vas dire, il m'a mordu, c'est un animal. Non, c'est pas un animal. Il t'a mordu parce que tu as fait de lui un animal. Tu l'as traité en animal. Traite-le comme un être humain, tu vas voir comment il va réagir. En général, les gens comprennent. Alors, est-ce que c'était mon secret? Je ne sais pas. Hein? J'étais moi-même. J'ai traité les élèves avec respect. J'en ai brassé quelques-uns aussi. On s'entend là-dessus. Et puis voilà. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, si quelqu'un qui n'a pas réalisé son rêve d'enfance, et comme le dit si bien le Dalai Lama, c'est parfois un coup de chance dans la vie que de ne pas avoir ce qu'on voulait. Parce que moi, c'est juste un coup de chance. Ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. Et puis, c'est, je crois, que la meilleure chose qui me soit arrivée. Quand je vous écoute, M. Jeune, j'entends l'autodétermination. J'entends on a décidé pour moi des choses que j'ai voulu prouver et je veux montrer aux autres qu'eux aussi peuvent décider pour eux si on les traite comme il faut. Et ça, c'est un message qui est intemporel. Ça, c'est... à un moment, vous parlez, j'ai eu un frisson parce que moi, j'ai grandi à Saint-Michel. Et l'image qu'on envoie et oh, ça paraît pas que tu viens de Saint-Michel. Voilà. C'est un message qui m'a toujours heurté mais ça ressemble à quoi quelqu'un qui a grandi à Saint-Michel? C'est supposé être comment? Non, mais tu es rendu à l'université, tu as fait des études. Je dis, oui, mais il y en a plein qui sont capables. C'est pas donné à l'argent, il y a des compétences. Et même si je n'avais pas été à l'université, j'aurais quand même été quelqu'un. Et je pense que des fois, c'est ça qui manque. Il manque des gens qui vont redonner à la jeunesse le pouvoir d'être ce qu'ils veulent et de comprendre qu'ils sont déjà quelque chose. Ils sont déjà des humains. Ils ont déjà à l'intérieur d'eux des capacités, des compétences, des talents, mais qu'il faut accompagner, qu'il faut faire grandir. Quand je vous entends aussi, je me dis, vous dites que c'est une chance de ne pas avoir réalisé ce que vous vouliez, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous vous êtes dit, je ne devrais pas être en train de faire ça? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous avez douté d'être enseignant ou d'être directeur d'école? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais comme un poisson dans l'eau. Ah ouais, je les aimais. C'est comme quand tu enseignes, le plaisir de voir un enfant dire « Ah, j'ai compris. » Waouh! Il y a la paye, bien sûr, mais c'est le plaisir de voir l'enfant. Quand tu expliques quelque chose, finalement, on cherche une autre façon d'expliquer. Finalement, « Ah, j'ai compris. » Oh, c'est merveilleux, non? Je n'ai jamais regretté. Parce que j'aurais été, je pense, un très bon traducteur. J'aurais traduit des milliers de textes dans l'intimité relative de mon bureau de traducteur. Mais qu'est-ce que j'aurais fait de mes valeurs humaines? Un traducteur, on traduit des textes et c'est tout. Il faut traduire, il ne faut pas trahir l'esprit de la langue de départ. On traduit de la langue de départ à la langue d'arrivée. Mais c'est bien, c'est très bien. Mais j'ai réussi à
tellement brassé quelques jeunes, à faire une différence dans la vie de tant de jeunes. Enfin, c'est ce qu'on me dit maintenant. Et moi, non, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de les amener à leur réussite. Donc, pour moi, oui, ça a été un coup de chance. Et je dis merci à la vie. C'est comme si j'avais choisi une voie, et puis une main invisible m'a attrapé, m'a dit non, m'a soulevé, m'a dit non, m'a placé dans une autre voie. Comme si tu n'étais pas à ta place, viens ici. Je n'ai pas compris. Et voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc, quand je vois tant de jeunes, quand je vais chez Costco, c'est une fois par semaine, c'est rare que je rencontre pas un ancien élève. Je ne dirais pas son nom, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré une qui m'a accroché là. Ah, monsieur Jeune, et une bonne demi-heure, elle m'a parlé. Vous avez fait une différence dans ma vie, merci beaucoup. Ben, j'étais payé pour ça. Pour moi, ce n'était pas une job. J'étais en mission. C'est tout. Il fallait les amener à leur réussite. Mais il y a quelque chose dont les gens parlent souvent de mon amour de la discipline. Monsieur Jeune, c'est la discipline. Ouais, mais on dirait que c'est comme pour eux, ils pensent que pour moi, c'est une finalité. Non. C'est un moyen. C'est un moyen. C'est un moyen pour arriver à la finalité. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas réussir dans la vie. Il faut t'armer de discipline pour avancer. Moi, la finalité, c'est la réussite de l'élève et aussi l'augmentation du taux de réussite de l'école. Mais comment y arriver si on ne prend pas les moyens? Comment y arriver sans discipline? Une fois que tu es discipliné, là, maintenant, je vais te brasser pour que je vais finir par te prouver que tu es capable, tu as ce qu'il faut, puis let's go, on avance. S'il y a un problème quelconque, passez me voir. Et même des problèmes personnels. Hein, je vais confier à la maison, ça ne va pas du tout, mais ça peut perturber le jeune à l'école. Ne dérange pas d'appeler le parent. Je lui dis, écoutez, on peut se rencontrer. Moi, j'y allais, on peut se parler. Parce que l'enfant me fait confiance, il me dit des choses. C'est ton fils, mais c'est mon élève. Et on peut se parler. Non, pour moi, c'était ça. Le grand frère, le grand-père, le père. Comme il y en a un qui m'a dit la semaine dernière, il m'a dit, vous savez, M. Yann, quand vous êtes arrivé à l'école, on avait peur. Et puis, on a fini par découvrir que au fond, vous étiez un grand frère. Ah, ça m'a fait plaisir. C'est comme un grand frère. Mais voilà, c'est mon histoire. Et pourquoi, quand vous avez commencé, vous dites que vous vouliez aller au secondaire? Il y avait quelque chose de particulier? C'est avec les ados que vous vouliez travailler ou? Mais parce que vous savez, j'étais au 2e cycle universitaire. Donc, le niveau de langage n'était pas évident. Quand j'arrivais quand M. Bureau m'a dit, mais M. Jeune, je vous offre un poste au 2e cycle, 4e, 5e année, 4e année du primaire. OK. Mais je venais d'une maîtrise en traduction en 2e cycle universitaire. Alors, c'est sûr qu'il fallait adapter mon langage, mon niveau de langage à celui des élèves. Ça, c'était un petit peu difficile. J'ai fini par le faire. Quand on prend n'importe quel mot, une controverse. Ah, monsieur Jeune, c'est quoi une controverse? Pour nous, c'est normal. Tu comprends? Mais non, il est en 4e. Il faut ajuster le niveau de langage. C'était ça la difficulté, mais après ça a bien été. Je finis par comprendre. Et vous avez dit aussi qu'au départ, les gens voyaient ça pour vous. Ils voyaient une place pour vous en direction. Ils vous voyaient dans différentes positions. Est-ce que vous voyez dans ces positions-là quand les gens venaient vous interpeller, vous dire « Monsieur Jeune, il y a ça qui s'en vient, ça serait pour vous ». Oui. Oui, vous le voyez. Oui, parce que dans la salle de classe, il y a une grande proximité avec les élèves. Très grande. Je pouvais influencer les élèves vers quelque chose pour les élèves de ma classe. Il n'y a pas d'école. Avec mes élèves, ça allait bien. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin? C'est un plus grand rayon. Pourquoi ne pas monter là, vous donner une orientation particulière à l'école entière? Quand tu es prof, tu es avec tes élèves, ça finit là. La direction, ben, c'est autre chose. C'est l'école. Comme quand je suis arrivé à l'école à de Roberval, je suis arrivé là comme enseignant, je suis arrivé là comme directeur. Et là, aujourd'hui, on parle de l'Académie de Roberval, une école qui fait une concurrence aux écoles privées. Quand sort le palmarès des écoles secondaires de Montréal, ben, de Roberval est parmi les meilleures écoles secondaires de Montréal.
quand je suis arrivé, c'était l'école secondaire de Roberval, point final. On a travaillé très, très fort pour arriver à avoir ce statut d'école avec un statut particulier octroyé par la commission scolaire, l'ancienne commission scolaire, commission des écoles protestantes de Montréal. Mais ça a été long. Beaucoup de réunions. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas souvent à la maison. Il fallait travailler parce que je voyais le potentiel. On a fini par l'avoir, imposé l'uniforme, ce que beaucoup de parents ne voulaient pas. On a fini par l'imposer et puis faire accepter un projet éducatif solide. Et aujourd'hui encore, de Roberval, est vraiment une bonne école. Évidemment, ils ne sont pas dans la bâtisse parce que depuis 8 ans, je crois, ils ont un problème de moisissure. Il y avait de l'amiante dans la bâtisse, donc ils sont rendus dans la bâtisse de l'école Georges Vanier, qui est sur Jarry, en attendant que la commission scolaire répare la bâtisse et qu'il retourne là-bas, mais ça fait 7 ou 8 ans. Moi, je suis passé du système depuis 10 ans, donc je trouve que ça traîne. Surtout qu'ils construisent plein de nouvelles écoles ces temps-ci, donc je ne sais pas. Aussi. Je ne blâme pas les anciens dans les directions actuelles, mais moi, j'aurais brassé les choses. Je ne sais pas si j'aurais réussi, mais je sais que j'aurais brassé les choses pour essayer de trouver une solution. Il y a des élèves qui ont étudié à l'Académie de Roberval, mais qui n'ont pas passé une seconde dans l'ancienne bâtisse. Parce qu'ils sont tous dans l'autre école. Ils ont fait leurs 5 ans dans l'autre école. On a étudié à de Roberval, mais on n'était pas dans la bâtisse. À de Roberval, dans la bâtisse de Georges Vanier. Il est temps que ça finisse, mais... En tant que directeur, vous parliez du fait que vous pouviez toucher un plus grand rayon d'étudiants. Oui. Les écoles où vous alliez, c'est quand même des écoles où il y avait des grands nombres d'étudiants. On parle de Louis Jo, qui est quand même une grosse école, de Roberval aussi. Il y avait quand même beaucoup d'étudiants. Roberval, c'était moins. C'est moins, mais... Oui. Parce que moi, je me dis, dans mon parcours académique, je me souviens d'aucun de mes directeurs. Là. Je veux dire, je n'étais pas un enfant en problème. Je ne voyais pas les directeurs ou les directrices. Donc, je me dis, pour faire la différence, vous deviez poser des actions pour rester près des jeunes. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, c'est moi, c'est mon style. Je suis proche des gens en général. Il y a un bon sens de l'humour. Il y a une limite, bien sûr, à respecter. Et je connais les limites. Mais je crois que beaucoup de directions d'école se contentent, beaucoup de directeurs ou directrices d'école se contentent d'être présents dans l'école. C'est une erreur. Il ne faut pas se contenter d'être présent dans son bureau. Il faut être visible dans l'école. C'est ça la différence. Tu ne veux pas rester dans ton bureau à longueur de journée. J'ai remplacé quelqu'un à l'école de Roberval et puis on me disait, lui, il passait ses journées assis dans son bureau. Il était directeur, il sortait rarement de son bureau. Pas moi. J'étais partout. Mais partout. Et les élèves finissaient par croire que j'étais vraiment partout. Omniprésent. Omniprésent. Il se retourne, puis M. Jeune était dans le corridor. Mais quand il jouait au foyer, au ping-pong, parfois, il m'arrivait, quand j'avais le temps, d'aller faire une partie de ping-pong avec eux aussi. Oh, ça les rapprochait. J'étais battu. Il y en a qui m'ont battu. Ben, ça va, c'est correct. Ouais. Mais attention, on joue au ping-pong. Quand la cloche sonne, même si on est rendu 20, la partie, ça se termine à 21, on est rendu à 20-18. Il manque un point. La cloche sonne. Monsieur Jeanne? Non. La cloche vient de sonner, on arrête. On dépose la raquette, on s'en va. Monsieur Jeanne? Non, il n'y a pas de Monsieur Jeanne. Ça vient de sonner, on s'en va. C'est vrai, il manquait un point. Mais la cloche a sonné. C'est fini, les folies. C'est fini, le ping-pong. On rentre en classe. Voilà. Donc, oui, j'étais visible. Il faut être visible. Si tu es dans ton bureau, tu laisses le territoire inoccupé, qu'est-ce que vous pensez que certains vont faire? Ils vont l'occuper. Ils vont faire la pluie et le beau temps sur le territoire parce que tu n'es pas là sur ce territoire-là. Moi, j'étais partout sur ce territoire. Une fois, il y avait un corridor, puis il y avait un placard pour les produits sanitaires. Puis il y avait quelque chose qui se brassait à ce niveau-là. On m'a dit, OK, d'accord. Et puis un jour, c'était en train de se parler. Ça parlait fort. J'entendais tout ce qui se disait, mais ils ne savaient pas que j'étais... Brusquement, la porte s'est ouverte. Non, c'est la porte du placard qui s'est ouverte. Je me suis caché dans le petit corridor. J'ai tout entendu. J'ai même vu. Et puis là, j'ouvre la porte. Ah! Ben voilà, j'ai entendu ce que tu as dit. Alors, tu m'as m'attendre au bureau. J'ai tout entendu. Il n'y avait pas de défense là. J'ai la main dans le sac. Non, mais ça, c'est... Et puis,
il m'arrivait aussi de... Parce qu'il y avait des endroits où il y avait des caméras dans l'école, pas partout. Mais par exemple, je suis au bureau et puis je regarde. Je suis au bureau et puis je vois qu'il y a quelqu'un qui bouge, qui bouscule un autre. Hey, Fabiola, arrête, je te vois. Imaginez. Alors, ils ont fini par croire que j'avais des caméras partout dans l'école. On m'a posé la question, monsieur Jeanne, est-ce que c'est vrai? Tu penses que je vais te répondre? Non, tu n'auras pas de réponse. Fais attention à ce que tu fais dans l'école, c'est tout. Mais c'est pas vrai. Je n'avais pas de caméra partout. Mais ils pensaient que je voyais tout dans l'école. Et ça les calmait. Ouais. C'est toujours aux endroits où on m'attendait le moins que j'étais. C'était toujours la surprise. Je sortais à n'importe quel moment. C'est sûr qu'on ne s'attend pas de voir le directeur sortir du placard à produits Non, ménagers. oui, je l'ai fait. Et à lui de jour, quand la cloche sonne en général, moi, j'avais pour principe d'être à la porte quand les élèves arrivent à l'école. Pour moi, il faut les accueillir. Salut Michel, ça va? Bonne journée, une petite tape sur le bras. Fais attention. Hein, OK, ouais, je compte sur toi. C'était toujours des messages comme ça, des messages d'encouragement le matin. Ouais, bonjour Fabiola, bonjour Intel, ça va? Mais ça fait plaisir, tu vois ton directeur qui t'accueille le matin. Et quand la cloche sonnait l'après-midi, je n'étais pas dans mon bureau, moi. J'étais là, dehors. La porte s'ouvrait, il sortait, content. Mais qu'est-ce qui était là dehors qui les regardait? C'était M. Jeanne. Et puis les amis qui venaient les accueillir aussi, voyaient, j'étais toujours là. Et puis on les accompagnait jusqu'au métro Fabre. Je rentrais dans le métro. Et l'employé du métro savait que ce directeur était un peu fou, peut-être qu'il pensait ce qu'il voulait. Et moi, je les accompagnais et je m'assurais qu'ils prennent tous le train, qu'ils s'en aillent. Quand le métro était là, vous rentrez, vous partez. Parce qu'il y avait une problématique. Oui, parce que si tu restes ici, si se passe quelque chose au métro Fabre, ça va éclabousser quelle école? L'Académie de Roberval. Si tu veux aller faire une connerie, tu vas aller faire ça ailleurs, mais pas ici. Je le faisais aussi à Lujo, pareil. Lujo, je marchais sur la rue Louvain pour aller jusqu'à Saint-Michel, au coin. Et là, je m'assurais que tout le monde prenne l'autobus. L'autobus arrive, j'attends. Non, tu n'attends pas tes amis ici. Tu prends l'autobus, tu t'en vas. Va-t'en. Ici, non, c'est pas... Non, attends. Les écoles avaient Les policiers du poste 30, une fois que j'en ai entendu un dire, ils arrivaient parce que vers 3h30, en général, ils venaient pour s'assurer la sécurité. Ils sont arrivés, il y en a un qui a dit « Ah, monsieur Yann est là. OK, c'est pas la peine. On peut s'en aller. » Ouais, mais aussi, on m'a déjà dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? C'est pas l'école, on n'est pas dans l'école. Ici, on est dans la rue. » Je dis « Ah, mais je voulais que tu apprennes une chose. Ici aussi, c'est mon territoire. » Oui, mais attendez, c'est pas normal. Non, mais c'est mon territoire. Si tu fais quelque chose ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ludio, va faire ça ailleurs. Tu restes pas là. Oui, mais si tu n'es pas content, tu veux faire une chose, change d'école. Moi, je ne vais pas changer pour te faire plaisir. Change d'école. Je te dis, ça va être pénible pour toi. On n'est pas en guerre. Change d'école. Vas-y. Donc, c'était comme ça. Alors, c'est mon histoire. Mais qu'est-ce que vous décrivez? C'est une dévotion, c'est ça le mot? Un dévouement très grand que la majorité des personnes qui vont travailler n'ont pas nécessairement. Je pense que aujourd'hui, les gens vont travailler, ils ne vont pas nécessairement prendre le temps justement de passer les samedis, les dimanches à travailler sur des projets, d'aller porter les étudiants au métro. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Oui, c'est ça. Mais c'est pas mais c'est quand même, excusez-moi, M. Jeune, c'est quand même dans l'idée de la problématique. Il y avait une problématique et M. Jeune se présente pour trouver les solutions pour la problématique. Oui, mais combien d'écoles vont appeler les policiers et dire aux policiers « soyez là » et que le directeur, comme il disait, ne va jamais sortir de son bureau. Ils vont aller dans des tables, ils vont dire « les intervenants communautaires, faites quelque chose parce que nous, l'école arrête à telle heure. » Mais en tout cas, je ne sais pas même. Moi, j'ai jamais vu j'ai travaillé dans des écoles, j'ai jamais vu de direction d'école après l'école sortir. J'ai vu des TES, j'ai vu des profs, mais des directions d'école faire ça. Tu as déjà une charge de travail qui est très grande en étant directeur. Tu prends le temps de jouer au ping-pong avec les jeunes, de les accompagner au métro, de leur dire bonjour le matin. Oui, oui. Mais c'est important. Je suis 100% d'accord avec vous. Les policiers, pour la police, c'était différent. Il y en a qui ne m'aimaient pas parce qu'ils disaient que j'avais la réputation de directeur qui n'aime pas la police. Parce que nous, on
dit souvent les Noirs n'aiment pas trop la police. Je pense qu'il y avait un peu de ça aussi là-dedans. Mais ce n'était pas ça. Quand la police arrive dans une école, assez souvent, j'ai fait ça arriver à de Roberval et à Joseph Papineau. Mon expérience à de Roberval, c'était quand je suis arrivé, puis il y a eu tout de suite un incident, quelque chose, et puis la secrétaire, j'entends la secrétaire dire « Oh, j'appelle la police !» Je dis « Non, un instant, arrête, attends, t'appelles la police, pourquoi ?» « Mais c'est comme ça, c'était comme ça. » « Ah non, c'était comme ça. Monsieur Serouya n'est plus là, je suis ici, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui appelle la police, c'est moi. Tu n'es pas témoin de quelque chose, on dit qu'il y a quelque chose dans l'école, mais appelle-moi, moi je vais y aller. Je vais appeler la police si je veux appeler la police. Tu ne veux pas appeler la police comme ça. C'est qu'on appelle la police tout le temps, pour rien parfois. Le plus souvent, c'est pour rien. Les élèves se regardent, on appelle la police. Non. Non. Qu'est-ce que ça fait? Ça salit l'image de ton école. Ce n'est pas juste. Il y a des policiers dans les écoles qui font un travail formidable. Un travail de prévention. Mais ce travail de prévention que fait la police, c'est pas assez publicisé. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que les policiers, quand ils sont là, ils font de la prévention. Pour eux, dès que la police est là, ben, il y a un crime qui a été commis. Donc, si tu t'arranges pour avoir la police tout le temps autour de ton école, ben, tu as un problème. Parce que les gens disent, il y a toujours des histoires de cette école-là. La police est toujours là. C'est pas vrai. Alors moi, c'est ces voitures de police, de patrouille. J'ai dit aux policiers, mais vous allez venir seulement quand je vais vous demander de venir. Ne venez pas comme ça. Parce que le travail de sensibilisation, de prévention, qui est bien fait par la police, parce que je travaille avec des policiers pendant très longtemps, dans Saint-Michel surtout, ce travail-là, la police devrait faire de la publicité pour que la population sache que quand les policiers sont là, ça ne veut pas dire qu'on a tué quelqu'un. Mais c'est ce que les gens pensent. Alors, moins tu as la police autour de ton école, mieux ça va pour ton école, mieux ça va pour l'image de ton école aussi. Alors, moi, je les appelais quand c'était nécessaire, travailler ensemble, mais qu'il y a 2-3 voitures de police. Non. J'appelais pas pour rien. J'appelais quand il le fallait. Mais c'était rare. Puis vous dites j'appelais quand il le fallait. Tu sais, je pense vous avez travaillé dans des quartiers, tu sais, entre autres à Louis-Jo ou ailleurs, mais c'est quoi les problématiques que vous avez rencontrées de votre temps qui étaient très difficiles puis que vous avez eu à agir là-dessus, par exemple? J'ai appelé la police 2 fois à Louis-Jo en 14 ans et demi. Ils sont venus, bien sûr, parfois pour me parler, mais moi, j'ai décidé d'appeler 2 fois. Une fois, je me souviens très bien de l'élève. Aujourd'hui, il m'adore. Il m'appelle régulièrement. Comment ça va, monsieur Jeune? Oh, mais il a changé complètement. Mais ce jeune-là, il insultait tout le monde. Il ne voulait pas obéir. Il n'y avait rien à faire avec lui. Rien. Et puis un jour, il était en classe avec un prof, et puis un prof qui n'appelait pas souvent. Il n'appelait pas à la direction pour avoir de l'aide. Mais il ne voulait absolument rien savoir. Et puis, le prof a demandé de quitter la classe. Il a dit non, je ne pars pas, je ne sors pas. Elle a essayé une 2e fois, non, le prof m'a appelé. Madame Etel qui m'appelle, elle n'appelle jamais. On connaît, hein, la direction, on connaît les profs. Il y en a qui appellent pour rien, ou presque rien. Mais il y en a qui font leur travail, qui de par leur présence, maîtrise la classe. Vous savez, vous avez été à l'école, il y a des enseignants qui arrivent, tout le monde obéit, tout le monde, ça va bien. Il y a des enseignants, quand ils arrivent, ils disent « Ah, c'est la fête, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel », on le sait. Alors, c'était un de ces profs qui gérait sa classe, qui m'appelait. OK? J'arrive, il me dit « Explique ce qui se passe ?» Je dis « Voilà, tu quittes la classe. » « Non. » C'est bon. « Mais vas-y, tu quittes la classe. » Il me dit « Non, je ne sors pas. » Venez me sortir si vous êtes capable. Les élèves dans la classe me disent « Hey, c'est monsieur Jeune, qu'est-ce que tu fais là? » Non. Il m'a provoqué devant tout le monde. Il était tout petit. Hein. Je dis, regarde-moi, tu vois, tu sais que je peux t'attraper, te sortir de la classe. C'est ça que tu voudrais que je fasse maintenant, je ne le ferai pas. Tu es plus intelligent que toi. Je sors, mais tu vas sortir de la classe.
Je n'ai pas touché parce que je savais que je n'avais pas le droit de le toucher. C'est ce qu'il souhaitait. Il m'a tendu un piège. Je suis sorti. J'ai appelé la police moi-même. J'arrive, je dis à la secrétaire, appelez la police. Ah, monsieur Jeune, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais appelez la police. J'étais surprise parce que moi, c'est toujours non, c'est un message contraire. En fin de compte, la police est arrivée, j'ai expliqué, ils sont allés en classe. Ils sont montés, je les ai accompagnés. C'est lui qui sort. Il est sorti. Il n'a causé aucun problème. Il est allé à son casier, il a pris ses affaires et puis je pense que c'était sa dernière journée à l'école aussi. Là, je lui ai trouvé une autre école parce qu'on n'a pas le droit de mettre l'élève dehors, contrairement à ce que pensent certains parents. Il n'a pas 16 ans, si tu ne veux pas le mettre dehors, il faut qu'il soit dans une école. Alors, ce que tu fais, tu trouves une autre école, tu ne le mets pas dehors. Tu le transfères. Tu fais ce qu'on appelle un échange culturel. On le transfère à une autre école. Mais ce faisant, tu sais aussi que tu as une dette envers l'autre école. Un jour, on peut t'appeler pour te refiler quelqu'un qui est peut-être plus difficile que celui que tu as sorti. Donc, ce n'est pas quelque chose de vrai. Mais dans ce cas-là, il fallait le faire. Je l'ai sorti. Puis voilà, c'est tout. Mais il est revenu me voir. Ah, ce jour-là, il a failli me faire pleurer. C'était émouvant. Il est revenu me voir 2 ans après, 3 ans après. On m'a dit qu'il y avait un élève qui veut voir. J'arrive, je le vois. Qu'est-ce qu'il veut? Il avait une enveloppe. Non, il m'a dit, monsieur Jeune, je viens vous montrer mon diplôme d'études secondaires. Je l'ai eu ce matin. Je dis que la première personne qui va le voir, c'est vous. Je viens ici vous le montrer. Et puis, je vous demande de m'excuser pour tout ce que j'ai fait ici à l'école. Et présenter mes excuses aux profs que j'ai insultés ici. Et puis à vous, je dis merci de ne m'avoir pas lâché. Ah, c'était émouvant. Et je le détestais, ce jeune-là. Je le détestais, mais non, là, il m'a eu. Fini. Et depuis ce jour-là, c'est mon ami. Il m'apprécie. Bref, c'était une très, très belle carrière. J'ai eu de belles choses. J'ai vécu des moments inoubliables. Clairement. Mais c'est beau comment vous en parlez aussi, parce que de savoir que vous avez intervenu à Montréal, dans des quartiers parfois défavorisés, avec des étudiants qui étaient parfois en difficulté, mais tout ce qui ressort, c'est pas ces choses-là, c'est pas les trucs gangs, c'est pas la violence, c'est le bon qu'on a pu faire avec ces étudiants-là. Puis ça, je trouve que c'est tellement beau d'être capable de parler de ça avec vous, puis de voir que malgré les années, vous avez continué de croire aux jeunes qui étaient devant vous, vous avez continué de croire en eux, puis de croire qu'ils pouvaient faire quelque chose avec leur vie. Je trouve que ça, c'est fantastique, parce que j'ai l'impression que dans les systèmes, de manière générale, que ce soit scolaire, que ce soit centre jeunesse, santé, peu importe, mais on dirait que les professionnels deviennent blasés et arrêtent d'y croire parfois. Mais il faut y croire. Si tu n'y crois pas, à quoi bon d'entrer dans une école si tu ne crois pas aux élèves? Moi, c'est les combats que j'ai menés surtout à l'UJO, c'était ça. Ah, ces élèves-là, il n'y a rien à faire, certains profs, pas tout le monde, mais certains profs, ah non, écoutez, il n'y a rien à faire avec eux, ceux-là sont des membres de gang. Mais alors, pourquoi tu viens ici à l'école? Si le taux de réussite est faible, ensemble, on peut s'asseoir, former des comités pour arriver ici et changer les choses, changer la pédagogie, faire des choses, des rencontres de concertation pédagogique pour voir dans quelle mesure on peut améliorer le sort de l'école, l'image de l'école, le sort des jeunes, les amener à leur réussite. C'est sûr qu'ils n'auront pas tous 95, 98, comme non, tous des A, non. Mais il y a une note de passage quand même. On peut aller jusqu'à 60, 65, 67. Il y a des élèves qui plafonnent à 67. On passe ce qu'il faut pour aller à 95, mais c'est sa réussite. Amenez-le à sa réussite. Mais quand tu dis, il n'y a rien à faire, tu ne fais rien. Puis quand il échoue, tu dis, moi, je n'ai rien à voir. Mais tu es payé. La mission de l'école, de toute école, c'est d'amener les élèves à la réussite. C'est ça, la mission. Si tu travailles quelque part dans une école où tu me dis, les élèves n'ont aucun avenir, alors tu ne peux pas. La mission, tu ne peux pas l'accomplir. Pourquoi tu acceptes ta paye? Ça doit être démoralisant. Tu rentres dans une école avec des jeunes, tu sais que tous ceux qui sont devant toi, il n'y a rien à faire avec eux. Et tu rentres pareil. Comment tu fais? Non, mais moi, je ne pourrais pas. Fais quelque chose pour essayer de justifier ta présence. Il y a quelques-uns qui disent, mais il n'y a rien à faire. Moi, je n'ai rien à voir. Non, mais dans l'échec de l'élève, le prof a toujours une petite part de responsabilité, pour minime soit-elle.
qu'il y a quelque chose, essaye. Même si tu échoues, au moins tu auras essayé. Tu ne veux pas abandonner un jeune comme ça. Ouais. Alors, des discussions, des rencontres, des histoires, j'en ai eu. Parlons du respect. Le respect dans une école, c'est important. On m'a dit, écoutez, il faut qu'ils nous respectent. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, vous devez les respecter aussi. Si on a un respect mutuel dans une école, ça va aller. C'est juste le respect de l'élève à l'enseignant. Ça ne marche pas, mais il faut le respecter aussi. Pourquoi veux-tu qu'il te respecte si tu ne le respectes pas? J'ai fini par imposer mon respect mutuel. C'est la valeur. Mais ça a changé. Ça avait vraiment changé, mais c'était très difficile. Certains pensaient que quand on envoyait l'élève au bureau, suspendez-le, c'est ce que je veux. C'est parce que vous voulez. Non, il ne faut pas me dire vous voulez qu'il soit suspendu. Parce que la suspension, c'est ma décision. Je ne pourrais pas dire, lorsque les parents vont appeler, vous savez, excusez-moi, mais mon patron, on a tous un patron. Mon patron m'appelle, mais qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Écoutez, le prof m'a dit, le prof voulait la suspension d'élève, alors je l'ai suspendu. Ce n'est pas une réponse, ça. Non. On voit l'élève, on dit voilà ce qui s'est passé. Je prends la décision finale. Je peux suspendre, je peux ne pas suspendre. Mais comme disent, suspendez-le. Je dis non. Et c'était comme ça avant moi. Ça, l'histoire, c'est qu'il y a des directions qui achètent la paix. Moi, je ne peux pas acheter la paix sur le dos des élèves. Je préfère la guerre dans ce cas-là. On va faire la guerre. Moi, oui, je vais me détester. Il y en a qui me détestent. Mais ça va. Je suis payé pour faire avancer la cause de l'élève. Nous sommes tous payés pour faire avancer la cause de l'élève. C'est pour ça qu'on est payé. Pas la cause du prof, pas la cause de la TES, de l'élève. C'est pour ça que nous sommes tous payés. Alors, si tu veux me dire, mais oui, suspendez-le, tu me donnes un ordre, non. Alors, il y en a qui ont fait ça. Le prof veut 2 jours, on les suspend l'élève pour 2 jours. On a la paix, on se fait aimer. Stupide. Mais ce prof-là va toujours aller te voir, mais je veux 5 jours, je veux 7 jours, tu le fais? Non. Après, c'est lui qui prend le contrôle. Puis il prend le contrôle. Pour ses propres intérêts à lui-même. Non, mais je savais très bien que... Il m'est arrivé, j'ai pris des décisions courageuses, je crois. Courageuse, une décision. Courageuse, vraiment. Il fallait être courageux pour le faire. Il y avait un prof à l'école, c'était à l'école de Roberval. Moi, j'étais à Downtown. C'est une histoire que je vous raconte, et c'est vrai. Il y a un élève que la mère m'a appelé pour me demander d'inscrire son enfant à l'école Downtown, parce qu'il avait échoué français 1A de Roberval. Non, c'est à cause de ses amis qui ne travaillaient pas. OK, on l'a inscrit en secondaire 2. Il avait réussi toutes les matières en secondaire 1, sauf français. Alors, il était passé en secondaire 2 avec français 1. Mais dès la 2e semaine, le prof qu'il avait a dit, il est passé me voir, il dit, qu'est-ce qu'il fait en secondaire 1? Pourquoi il redouble son français, lui? Il est bon. Mais il venait de Roberval. Je dis, mais non, c'est une perte de temps, ça. C'est le meilleur dans ma classe. Puis il redouble. Non, il doit être en 2. J'étais le directeur adjoint, je n'ai pas de directeur qui m'a dit, non, on ne peut pas le changer maintenant. On va voir s'il maintient une très bonne moyenne toute l'année. Eh bien, on va le faire sauter le 2, on va l'envoyer en 3. Il va faire 1, il va aller en 3. Pour être en 3 au complet. OK? Mais c'était le meilleur toute l'année. C'est lui, le prof a dit, c'est lui qui l'aidait avec les élèves en difficulté en classe. Ce jeune-là. OK? Secondaire 3, on l'a envoyé en secondaire 3 au complet. Et moi, j'ai retenu le nom du prof qu'il avait coulé en secondaire 1 à de Roberval. Ne sachant même pas ce qui arriverait un jour. J'étais à Downtown. Je ne savais pas que j'étais un jour à de Roberval, mais j'ai retenu ce nom-là. Je dis, oh, là. Parce que le prof m'a dit, c'est cruel, faire doubler cet élève-là. Il est tellement bon. OK. Un jour, par hasard, je suis nommé directeur à quelle école? De Roberval. J'arrive là, mais j'avais un nom. Je voulais juste voir c'était qui. OK. J'ai vu le prof. Je suis le directeur de l'école. Je pouvais aller maintenant fouiller dans les dossiers de l'école.
les archives catastrophiques. Ce prof-là, il y avait un groupe de 25 élèves. Ben, il y avait 22 échecs, 3 réussites. Oui, ouais. Que ce soit en français, à l'époque, il y avait enseignement moral. Groupe de 27, j'ai vu 25 échecs, 2 réussites en enseignement moral. C'était pas possible. Alors, j'ai dit non. Mais la direction précédente n'a rien fait. On avait peur. Oh non, j'ai dit non, ça va. J'ai commencé, j'ai pris ce dossier-là, il est à moi. Je l'ai pris. Parce que ça a un Vraiment, impact sur la vie des... Non, c'était trop... C'est pas que négatif sur la vie des jeunes. Les élèves venaient pleurer dans mon bureau quand il fallait bien faire des tâches. Quand on préparait les tâches, les profs rentraient de vacances, on donne les tâches, les élèves recevaient leur bulletin, leur tâche, pas leur tâche, leur horaire. Ils voyaient le nom du prof sur l'horaire. Non, il y avait une ligne dans mon bureau. Monsieur Jeune, non, pas lui. Je dis, on est en début d'année. Non, mais monsieur Jeune, j'ai eu mon cousin, j'ai eu des amis. Non, avec lui, on ne réussit pas. C'était connu. Et les dossiers, les archives sont là, le prouvaient. Ben, je commençais à parler aux profs. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas travailler. Hein. Mais il le disait, dès le début de l'année, toi, tu n'as aucune chance. Tu viens d'échouer. C'est fini. Tu ne vas pas réussir. C'est fini. Dès le début de l'année. Et après, il venait me dire, écoutez, monsieur Jeune, ils ne veulent pas travailler. Je dis, monsieur, mais c'est une forme, c'est aussi une intelligence. Comme ça. Ils ne veulent pas travailler, vous dites qu'ils sont intelligents. Oui. Parce que vous leur dites qu'ils n'ont aucune chance. Quand tu dis à un élève qu'il n'a aucune chance de réussir, quand tu dis qu'il travaille, c'est ça. C'est par ta faute. C'est ton discours qui démolit l'élève. Tu lui dis qu'il ne va pas réussir. Alors, si tu me dis, mais ce n'est pas la peine de planter parce que tu ne vas pas récolter. Alors pourquoi je vais planter? C'est une perte de temps. Alors ils ne veulent pas travailler. Mais, bref, c'était toute une histoire. Ce prof-là et moi, on a fini en cours du travail. J'ai monté un dossier. Mais ça, c'est ce que les directions ne font pas. J'avoue que c'est long. Ma femme à la maison me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est samedi. Il fallait monter un gros dossier pour aller prouver ce qui se passe. Et depuis des années, c'est arrivé devant un juge. J'ai vécu ça 3 fois dans ma vie, dans ma carrière. Et puis, on est arrivé là, et puis devant un juge, avec mon avocat, le prof avait son avocat aussi. Bref, finalement, le syndicat là-dedans, le jugement a été rendu. Je lui ai dit, écoutez, si ça continue, la commission scolaire aura le droit de révoquer cet enseignant-là. Il dit, OK, bon, voilà. Le premier qui a osé s'attaquer à lui. Alors, il est rentré, il dit, mais écoutez, voilà, le jugement est là, on va travailler ensemble, on va t'aider, on va faire tout ce qu'il faut pour vous aider, mais il faut que ça change. Il faut. Et parce qu'on ne va pas changer. Finalement, il m'a dit, non, mais si ça ne change pas, on va continuer. Et puis, il a demandé à la commission scolaire un transfert. Parce qu'il a compris que moi, je n'allais pas le lâcher. Il a demandé un transfert. Et là, on m'appelle, on me dit, wow, monsieur Intel demande un transfert. C'est réglé. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Réglé, on va aller où? À telle école. Je lui dis, mais je connais l'autre. Il ne va pas continuer, il ne va pas se poursuivre. Vous l'envoyez massacrer d'autres élèves ailleurs. Non, ce n'est pas normal. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter le transfert? On dit non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, mais si vous n'êtes pas obligé, refusez-le. Refusez la demande. Dites non. Mais Gérard, ça veut dire que tu le gardes à l'école. Dis oui, je veux l'achever. Non, je ne veux pas qu'il s'en aille. Tu es prêt à faire ça? Oui. Et puis bon, il a aussi une lettre disant que non, la demande a été refusée. Et là, il a commencé à s'absenter. Lui qui était d'une ponctualité exemplaire. Non, je ne s'absentais jamais. Il a commencé à s'absenter. Puis je pense que 3 semaines après, il était à la commission scolaire. Il a demandé un formulaire. Il a complété un formulaire pour partir à la retraite. Il a pris sa retraite. Mais j'ai dit non, ne le sortez pas. Moi, je vais l'achever. Parce qu'il a commencé à avoir peur au point qu'il demande un transfert. Il a été là depuis des années. Non. Alors, c'est qu'au final, vous avez réussi à le faire passer à autre chose. Vous avez réussi à, en fait, qui arrête d'impacter la vie des autres. Oui, et la dernière fois, j'ai eu le plaisir de l'aider à sortir de la classe
des plantes. Il avait beaucoup de plantes dans la classe. Alors, c'était un peu machiavélique. J'étais content. Je dis, mais je vais vous aider. Je vais les aider à mettre des plantes dans sa Toyota bleue. J'avais encore l'auto. On remplissait l'auto de ces plantes. Et puis, voilà, monsieur, bonne retraite. Ils sont entrés, ils disent, yes. Mais c'est une très belle façon de terminer notre première partie de discussion. Ça fait déjà le temps. Ah, il y en aura deux? Avant qu'on termine, je veux vous lire quelque chose. C'est la première partie de... Oui, après, on va aller sur Patreon répondre aux questions. OK. Mais avant qu'on termine, je vais vous lire quelque chose. C'est le témoignage d'un de vos étudiants d'un de vos élèves qui nous a écrit de votre temps à Louis Jo. Vous n'avez pas envie de me faire pleurer, non? Oh non, je pense pas. Cruel. Allez-y. Je pense pas. Allez. Je pense pas. Bon. Que dire de Monsieur Jeune? Là, je vous le dis comme lui l'a dit, OK? Monsieur Jeune, dans le fond, c'est lui qui a instauré les uniformes pour rendre les jeunes fiers. Quand Monsieur Jeune est rentré à Louis Jo, les uniformes étaient bleus. Ça veut dire que ceux qui allaient vers Montréal-Nord se faisaient tabasser à cause de ça. Ouais. Lui et moi, on est arrivés dans la même année et il a changé les uniformes au complet. Monsieur Jeune, c'est le gars qui, pour protéger ses jeunes, allait jusqu'à Louvain à l'arrêt d'autobus pour s'assurer que tous les jeunes rentraient dans le bus correctement et après ça, ils retournaient à l'école. Je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. C'est aussi le gars qui... en fait, quand je suis arrivée à l'école, je trouvais bizarre qu'une école aussi grande que Louis Jo avait seulement 3 équipes sportives et je lui ai dit « On fait quoi avec ça? » Il m'a regardé et il m'a dit « Mets le nombre d'équipes que tu veux. » Donc, en une année, on est passé de 3 équipes sportives à peu près une vingtaine d'équipes. Le gymnase était dégueulasse. Il a demandé qu'on change les rideaux dans le gymnase parce que ça faisait pas de sens que les gens qui venaient à Louis Jo voyaient ça. C'est vrai. Monsieur Jeune, c'est le gars qui finissait de travailler à 8 heures le soir parce qu'il voulait passer nous encourager dans le gymnase quand on pratiquait notre soccer ou notre basket. Il nous donnait toujours des conseils et il travaillait beaucoup le côté respect des jeunes, le respect de soi-même. Je me rappelle toujours un moment, il y avait eu une fête. Il n'avait pas apprécié comment les jeunes dansaient dans la cafétéria et le lendemain, il a pris le micro de l'école pour nous faire un gros discours sur le sujet. Oui, Louis Jo s'est beaucoup amélioré avec le temps, mais je pense que ça a commencé, entre autres, quand M. Jeune est arrivé à l'école. C'est vraiment lui qui a mis en place beaucoup de choses pour arriver à un changement. C'est Faustin Philostin qui nous a écrit ça. C'est vraiment... En fait, on avait eu plein de beaux témoignages comme ça, puis on trouvait ça intéressant d'en prendre au moins un pour vous le lire. OK, merci. On est content de voir que ça vous touche. Vraiment. Mais même, c'est vraiment une belle carrière qui... Et moi, j'ai envie de demander à ceux qui vont voir l'épisode, prenez le temps, écrivez ce que vous voulez écrire à M. Jeune, parce qu'on va montrer à M. Jeune où trouver l'épisode du podcast. Et M. Jeune, je suis sûre que vous êtes un des épisodes qui va avoir le plus de commentaires. Parce que les gens parlent de vous tellement en bien. Je ne vous ai jamais rencontré avant aujourd'hui. Et quand on a dit, on va inviter M. Jeune au podcast, j'ai dit, oui, c'est une légende. J'en ai tellement entendu parler. Je voulais savoir qui était cet homme qui a tellement impacté autant de jeunes qui sont maintenant adultes, qui sont autour de moi, qui sont dans ma famille, qui disent, oh oui, si tu as eu M. Jeune, tu as appris, tu as grandi. Là, on n'a pas de Kleenex. On n'a pas prévu faire pleurer l'invité d'aujourd'hui. On n'a pas de Kleenex. Les garçons aux techniques, est-ce que vous êtes capables de trouver des Kleenex pour nous? Pour M. Jeune? Ça serait vraiment gentil. Elles sont méchantes. Hein? Mais dans une société où est-ce que on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va et que je pense qu'on perd un peu confiance en l'humanité, on perd confiance en la relève. Puis vous avez montré aujourd'hui qu'il ne faut pas. Il faut pas. Il faut leur donner, puis ça fait du bien de rencontrer des gens comme vous, monsieur. Vraiment. Ouais. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. OK. Merci. Alors, on va se rejoindre sur Patreon. Oui. Si vous voulez savoir les questions et voir la suite de la discussion avec M. Jeune, en fait, n'hésitez pas à venir sur notre Patreon, en fait, à venir nous voir les questions qui ont été posées et tout, pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Sinon, suivez-nous, Instagram, YouTube, toutes les plateformes, tous les endroits où on est. Suivez-nous pour aller voir l'épisode et voilà. Voilà. C'est ça. Afrodescendant, le podcast. Afrodescendant, le podcast. Et si vous laissez tout, peu importe où est-ce que vous cherchez, ne cherchez pas beaucoup M. Jeune en ligne, mais laissez tous vos messages
en commentaire. On va s'assurer de faire le relais. On va s'assurer de contacter M. Jeune une fois de temps en temps puis lui dire « M. Jeune, vous avez 300 messages à lire. » Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont bénéficié de votre passage dans les écoles. En conclusion, je dirais simplement que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mon cœur. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.